Bonjour à toutes et à tous. Donc je vais... Non, attendez, pardon, ça va trop vite, voilà. Je vais vous présenter aujourd'hui des résultats encore préliminaires sur les rapports au corps de travailleuses du sexe en Côte d'Ivoire, analysés au sein de 2 projets, PREPSI et Princesse. Donc pour commencer, quels sont ces projets? L'étude PREPSI visait à évaluer la pertinence et la faisabilité d'un programme de PrEP pour les travailleuses du sexe en Côte d'Ivoire. La PrEP n'était pas encore accessible en Côte d'Ivoire en 2016 et le Programme national de lutte contre le sida était demandeur de recherche opérationnelle avant de l'intégrer dans l'algorithme de soins. Donc pour cela, des données quantitatives et qualitatives ont été collectées pendant 6 mois en 2016-2017 en collaboration avec 2 ONG communautaires ivoiriennes, Aprosam à San Pedro, qui est une ville portuaire de l'ouest du pays, et Espace Confiance à Abidjan, donc la capitale de la Côte d'Ivoire. Les résultats ont montré notamment que les besoins en santé sexuelle et reproductive dépassaient largement la prévention du VIH et qu'un programme de PrEP supposait les intégrer plus largement dans une offre de soins élargie. Et c'est ainsi qu'est né le projet Princesse, qui vise à développer, documenter et analyser une offre de soins communautaires comprenant dépistage, traitement VIH, hépatite B et IST, prévention combinée du VIH incluant la PrEP, et une offre de santé sexuelle et reproductive dont la contraception, les coupes menstruelles, etc. Le dispositif consiste en une cohorte interventionnelle monobras de 500 travailleuses du sexe à San Pedro, recrutées puis suivies par une clinique mobile qui visite 10 sites de prostitution tous les 15 jours, ainsi qu'une clinique fixe. Et donc la cohorte a démarré fin 2019 et doit durer jusqu'en juin 2023. Et tout ce projet a été pensé et fonctionne donc en collaboration avec l'ONG Aprosam. Au sein de ces 2 projets, j'ai effectué, en collaboration avec 2 collègues sociologues, 4 enquêtes qualitatives menées en 2016, 2019, 2021 et 2022, à San Pedro principalement, mais également à Abidjan dans le cadre de PREPSI. Les entretiens individuels et collectifs ont été menés auprès des pères éducatrices, des soignants et de 107 travailleuses du sexe qui constituent le corpus de cette étude. Je ne précise pas les thèmes abordés lors des entretiens car ils ont évolué selon les vagues d'enquête, mais je pense important de préciser les conditions d'entretien. Donc, ils ont été réalisés principalement sur les sites de prostitution, lors d'activités de prévention et dépistage VIH en 2016 dans PREPSI, et pendant les sorties de la clinique mobile Princesse en 2019 et en 2021. Et enfin, des entretiens biographiques ont été menés le mois dernier, plus spécifiquement sur les représentations corporelles, au sein de la clinique fixe à Prosam. De nombreuses observations de terrain ont également été effectuées en compagnie des pères éducatrices. Donc l'objectif de la présentation d'aujourd'hui, c'est d'analyser les rapports au corps de travailleuses du sexe enquêtées en Côte d'Ivoire, parce que leur représentation d'un corps situé à la frontière des sphères intimes et professionnelles peut éclairer leur perception et l'acceptabilité des services de santé qui leur sont proposés. Tout d'abord, la notion de circulation des fluides et son importance dans le maintien d'un équilibre émergent des entretiens. Certaines travailleuses du sexe expriment la crainte que les interventions de santé, et en particulier les prises de sang, puissent affaiblir le corps, induire de la fatigue, notamment si ce n'est pas contrebalancé par l'ingestion de substances énergétiques comme des boissons sucrées. Le nombre élevé de tubes de prélèvement sanguin et l'absence de collation sont mentionnés comme des freins à l'engagement dans les soins. Ici, une femme interrogée en septembre 2021 raconte que 8 tubes ont été prélevés lors de l'inclusion dans la cohorte, et elle explique « J'ai commencé à avoir vertige, et puis ils m'ont pas donné pain même pour manger dessus. Ils m'ont fait tourner, tourner, tourner. Ce jour-là, ça m'a fait mal, vraiment ça m'a fait mal, je ne vais pas oublier. Même à l'hôpital, on te donne au moins pain avec sardines sur le champ, ou bien on te donne l'argent, tu paies quelque chose pour manger. Voilà, tu reprends un peu. » Une autre mentionne la nécessité d'ingérer quelque chose. Quand on prend le sang, qu'on donne quelque chose pour pouvoir remplacer le sang. Ça te donne le courage de donner le sang. Mais on prend ton sang et puis tu deviens faible, il n'y a rien, c'est pas bon. Selon l'assistante sociale du projet, qui est présente à chaque sortie du camion et donc à chaque visite d'inclusion, les travailleuses du sexe mentionnent souvent qu'on va les vider de leur sang, qu'elles seront anémiées, et cette peur constitue un obstacle préalable et important à l'entrée dans le projet. Il a donc été décidé, en accord avec l'équipe du projet et le conseil scientifique, d'adapter le dispositif et de fournir des sucreries lors des prises de sang, qui sont surtout faites au moment de l'inclusion dans la cohorte. La notion de circulation renvoie également à l'expulsion de la saleté, comme sont souvent définis le sperme ou les règles. Lors d'une rupture de préservatif, il n'est pas rare que les travailleuses du sexe se purgent en nettoyant leur corps par l'ingestion de liquides comme le cola ou par des lavements à base d'eau de toilette, de sel ou encore de javel. Ainsi, l'extrait ici provient d'un entretien avec A, âgé de 48 ans, à qui j'ai demandé s'il arrivait que des préservatifs se cassent lors de rapports sexuels avec des clients.
et ce qu'elle faisait dans ces cas-là. Elle explique alors: je fais ma toilette avec Javel. Je paye Javel 50 francs, je mets l'eau, je fais ma toilette. Elle précise ensuite qu'elle utilise la Javel pure, sans eau. Non, je ne mets pas dans l'eau. Je mets dans ma main et puis je fais comme ça, elle mime. Et après, je prends l'eau, je lave. Si elle utilise la Javel, c'est parce que ça désinfecte les choses. Moi, je me dis que peut-être s'il est malade, peut-être ça va désinfecter là-bas, parce que Javel, là, ça enlève les saletés. Une autre femme adolescente expliquait en 2016 qu'elle buvait du coca parce que ça fait descendre saleté. Quand j'ai fini, je suis allée payer coca, j'ai bu. Ainsi, avec le sperme sont évacués les risques d'infection comme les risques de grossesse. Beaucoup de travailleuses du sexe témoignent de ces pratiques vers lesquelles elles se tournent en premier lieu, soit parce qu'elles ne connaissent pas les traitements post-exposition VIH ou la pilule du lendemain, soit parce qu'elles perçoivent ces pratiques comme plus efficaces que la prise de comprimés qui reste exceptionnelle. Enfin, les règles sont également souvent considérées comme quelque chose de sale qu'il est préférable d'évacuer régulièrement. Ainsi, les travailleuses du sexe interrogées apparaissent réticentes, lorsqu'elles en connaissent l'existence, à utiliser les injections ou les implants contraceptifs, car les règles risquent alors d'être interrompues, donc de rester dans le corps plutôt que d'être évacuées. Ainsi, S racontait en 2016, peut-être les injections, ou il y en a d'autres qui bloquent les menstrues. Moi, je préférerais, si je fais, les menstrues n'ont qu'à descendre, la saleté n'a qu'à descendre. Pour des raisons similaires, la coupe menstruelle n'est pas toujours appréciée. Comme l'explique elle, tu dois enlever pour rincer, pour remettre encore dedans. Alors que le coton, utilisé comme un tampon, tu finis d'utiliser, tu jettes, tu mets dans les toilettes, tu mets l'eau dedans et puis ça s'en va, au lieu de rincer, de toucher le sang, tout ça. Pourtant, s'il est préférable de favoriser la circulation des fluides, notamment en privilégiant un écoulement régulier des règles en dehors du corps, il s'agit parfois à l'inverse de bloquer la circulation des fluides. Ainsi, l'écoulement des menstruations peut être temporairement suspendu par du coton ou de la glace le temps du travail. À la question de savoir si elle travaille lorsqu'elle a ses règles et comment elle fait, T explique: oui, je travaille, je m'en vais à la pharmacie, je paie mon coton, je place, je coupe ça gros, après je mets lubrifiant et puis je place ça dedans pour bloquer le sang. Je fais sa boule et quand j'ai fini de cherchement, donc c'est-à-dire ses passes, le coton est repli de sang, j'enlève, je me rince. De même, A raconté en 2016, maintenant si je veux gérer, donc travailler, je paye Lotus à la boutique, je fais ça, elle mime alors. Je plie ça, je fais sa boule, je mets beurre de karité dessus. Je fais rentrer en bas de moi pour aller boucher le trou et puis je gère dessus. Ainsi, de nombreuses femmes interrogées racontent des pratiques similaires avec différentes matières introduites dans le vagin et laissées le temps de plusieurs rapports sexuels. Enfin, la PrEP, médicament que l'on prend alors qu'on n'est pas malade, apparaît pour certaines comme fatigante et inutile, avec le risque de causer un déséquilibre dans un corps bien portant. Son effet de protection contre le VIH est plutôt bien identifié, comme le montre un extrait de cet entretien collectif. Quand tu avales la sida, ça ne peut pas rentrer dans ton corps. Toutefois, plusieurs femmes témoignent d'abord d'effets physiques qui ont mené à l'interruption précoce de leur prise de PrEP. P raconte ainsi: j'ai essayé une fois, mais ça m'a fatiguée, donc je ne prends pas ça. Ils sont venus me faire piqûre et puis ça a passé. Oui, voilà. Puisque quand j'ai pris le comprimé, tout mon corps me démangeait et puis je ne sentais plus mes jambes. D'autres expliquent qu'elles refusent d'utiliser la PrEP en raison des difficultés liées à la prise quotidienne d'un traitement. C'est difficile de prendre un médicament tous les jours, je ne suis pas habituée. Je devrais le prendre à chaque fois, à une heure précise. Je ne suis pas habituée, je peux oublier. J'utilise très bien mes préservatifs. Je n'utilise pas le médicament du sida. Je n'aime pas ça, je ne suis pas malade. Plusieurs femmes déclarent que c'est plus facile de prendre des comprimés quand elles sont malades parce que c'est un traitement temporaire. D'autres peurs sont également associées à la prise de PrEP. Des rumeurs circulent au sein de certains sites sur le fait que la PrEP rend infertile ou qu'elle peut donner le VIH. Des femmes témoignent également avoir peur d'être stigmatisées comme séropositives par les autres travailleuses du sexe si elles prennent la PrEP. Et l'une a expliqué penser être séropositive et prendre donc un traitement antirétroviral, même si les médecins lui assurent que c'est préventif et pour l'empêcher de contracter le virus. Donc ce sont quelques résultats rapides et non exhaustifs, mais qui semblent centraux pour mieux comprendre les résistances, les obstacles qui existent dans le projet Princesse. Déjà quelques chiffres sur la cohorte après 28 mois d'ouverture. Donc il y a eu 399 inclusions. L'âge médian est de 29 ans, 56% des participantes sont ivoiriennes et 93% travaillent tous les jours ou presque. Et dans cette cohorte, nous arrivons à voir un tiers des femmes régulièrement. Un autre tiers a été vu une fois ou deux et n'est jamais revenu. Et enfin, un dernier tiers est vu de manière intermittente, avec des pauses de 6 à 12 mois dans le parcours. Certaines réapparaissent ainsi lors de la saison de culture café-cacao qui a lieu entre septembre et décembre dans la région de San Pedro. Ce qui apparaît également ici, c'est la balance entre bénéfices et contraintes.
Pour une partie des travailleuses du sexe incluses, le bénéfice perçu des soins proposés n'est pas toujours suffisant face aux contraintes engendrées par le suivi régulier et la durée des visites. Donc, pour conclure, ces analyses montrent que les travailleuses du sexe ont une approche de leur santé et du soin de soi qui n'est pas forcément celle pensée par l'équipe du projet. Les rapports au corps des travailleuses du sexe éclairent les réticences qu'elles peuvent exprimer quant aux différentes offres de santé, pas toujours perçues comme adaptées, et expliquent en partie les freins à l'entrée et au maintien dans les soins confirmés par les données quantitatives. Voilà, pour finir, je voudrais remercier les femmes interrogées qui ont bien voulu partager leur histoire, mes 2 collègues Evelyne Kissy et Pierrette Biliga qui ont également mené certains de ces entretiens, les pères éducatrices, Espace Confiance à Prosam et puis toute l'équipe du projet Princesse. Merci Valentine. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des remarques? N'hésitez pas à lever la main. Ça y est, c'est la fin. On est déjà au milieu de l'après-midi, c'est dur. Alors du coup, moi j'aurais peut-être une question, même si je suis peut-être le moins placé pour t'en poser, mais pour toi du coup, qu'est-ce que ça nous dit a priori là du cabotegravir, de l'injectable, de les innovations de PrEP qu'on nous promet qui vont révolutionner et ce que nous disent les femmes? Alors on a un petit peu abordé, dans les derniers entretiens que j'ai fait le mois dernier, là on a un petit peu abordé l'idée de la PrEP injectable. Disons qu'a priori, ça semble plus acceptable que de la prise de comprimés quotidienne. Voilà, avec l'idée que c'est une douleur sur le coup, mais ça dure 10 minutes et puis voilà, c'est fini. Donc je dirais que dans ce rapport-là au corps, ça semble, dans ce qu'elle déclare, ça semble plus facile. Après, voilà, on sait toutes les contraintes que ça aurait sur le suivi, puisqu'on voit que c'est très compliqué en fait d'avoir un suivi vraiment très régulier aux dates prévues. Donc voilà, je pense que ça pose beaucoup de questions. Mais effectivement, ça semble un peu plus acceptable que la PrEP orale avec cette prise quotidienne à heure fixe qui est vraiment très, très compliquée. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, remarques pour le moment, un grand merci Valentine. Merci.